monsieur, bonsoir et bienvenue au 19h de ce 7 juin à la une de l'actualité. Le général de corps d'armée Saïd Chenguereha, chef d'état-major de l'armée nationale populaire, a supervisé hier soir l'exécution d'un exercice tactique nocturne avec munitions réelles, intitulé Somoud 2022 et exécuté par des unités du secteur opérationnel sud de Tindouf. Signature à Nouakchott de mémorandum d'entente dans le domaine de l'énergie et des mines entre l'Algérie et la Mauritanie au terme de la visite de travail du ministre du secteur, Mohamed Arqab. Nous l'écouterons dans le journal. Investissement Zoom sur une usine de transformation du fer à Tougourt, lancée grâce aux aides et facilitations de l'État. Nous irons également à Tlemcen, où une unité de fabrication de produits en céramique s'illustre ces dernières années. Agriculture, coup d'envoi de la campagne moisson-battage à Bouira, où on s'attend à une importante production de céréales malgré le manque de pluviométrie. Reportage dans notre journal. Et la wilaya de Tizi Ouzou se dote d'un parc aquatique, le premier de la région, et qui enregistre déjà beaucoup de monde grâce à ses attractions. Ce sera le deuxième reportage de l'édition. À l'étranger, l'université marocaine rejoint la contestation populaire contre la misère et la normalisation. Étudiants et universitaires se démarquent de la politique de sionisation prônée et menée par le Marsen. Bienvenue à tous, heureuse de vous retrouver. Avant de développer ces titres, séance plénière ce matin au Conseil de la Nation, présidée par le président du Sénat Salah Goudjil, en présence de la ministre des Relations avec le Parlement Besma Azoua, le ministre de la Pêche et des Productions halieutiques Hicham Sofiane Salawachi, a présenté le projet de loi complétant la loi du 3 juillet 2001 relative à la pêche et l'aquaculture. Salawachi a affirmé que ce projet de loi entrait dans le cadre de l'application des instructions du président de la République Ahmed Tebboune en vue d'accompagner les professionnels, les opérateurs économiques, organiser la communauté des pêcheurs et des aquaculteurs et améliorer leurs conditions socio-économiques de manière à contribuer à la réalisation de la sécurité alimentaire. Le projet s'inscrit également dans le cadre de la mise en œuvre du plan d'action du gouvernement dans son volet relatif à la pêche et l'aquaculture, issu des engagements du président de la République pour la période 2021-2024 dans le but de hisser la capacité de production halieutique en élargissant le champ de l'aquaculture et en développant la pêche en haute mer. Je vous disais en titre, dans le cadre de sa visite à la 3e région militaire, le général de corps d'armée Saïd Chenguereha, chef d'état-major de l'armée nationale populaire, a supervisé hier soir l'exécution d'un exercice tactique nocturne avec munitions réelles, intitulé Somoud 2022. L'exercice a été exécuté par des unités du secteur opérationnel sud de Tindouf avec la participation d'unités relevant de différentes forces et armées. Walid Yosfi. Tout d'abord, le général de corps d'armée a suivi un exposé présenté par le commandant du secteur opérationnel sud de Tindouf portant sur l'idée générale et les étapes de l'exercice qui s'est déroulé en 2 étapes. La première théorique, à laquelle ont pris part les états-majors des commandements régionaux et les unités participantes, et la deuxième dynamique, durant laquelle les unités participantes ont été engagées. Au niveau du champ de tir et de manœuvre du secteur, le général de corps d'armée, chef d'état-major de l'armée nationale populaire, a suivi de près le déroulement de l'exercice exécuté de nuit dans des conditions proches du réel afin d'atteindre ses objectifs, notamment en ce qui concerne l'entraînement des commandements et des états-majors à la préparation et l'organisation des actions de combat nocturnes.
Consolider l'expérience des commandements en termes de maîtrise des unités à travers la concrétisation de la cohésion, l'homogénéité et la coordination entre les unités et les unités secondaires et permettre aux équipages d'acquérir davantage de compétences dans la maîtrise des systèmes d'armes. L'exercice vise également à mettre à l'épreuve la disponibilité opérationnelle et la capacité d'exécution et de conduite des actions de combat nocturnes et à évaluer la capacité d'exécution des missions assignées en toutes circonstances. L'exercice qui a permis de mettre en évidence les capacités des unités engagées à exécuter avec habileté les missions conférées constitue un autre succès qui traduit l'excellente maîtrise par les équipages des différentes armes et équipements modernes et confirme le niveau de développement et de disposition opérationnelle atteint avec les différentes composantes du corps de bataille de l'armée nationale populaire.
استعداد للدفاع عن وطنهم الغالي. القوة مفخرة القوات الجوية الجزائرية، ها هم يقومون بإجلائهم يا سيادة الفريق. À l'issue de l'exercice et après l'inspection des unités participantes, le général de corps d'armée a félicité les personnels présents pour les efforts considérables consentis durant l'année de préparation au combat et tout au long des préparatifs de cet exercice. Il leur a également réitéré l'attention qu'il porte personnellement à prendre part à ce genre d'exercices qui permettent d'apprécier objectivement le degré d'exécution des diverses phases des programmes de préparation au combat et d'évaluer l'application sur le terrain des étapes successives programmées avant d'exhorter l'ensemble des personnels à persévérer dans la même voie avec la même détermination. Coopération, des mémorandums d'entente dans le domaine de l'énergie et des mines ont été signés aujourd'hui à Nouakchott entre l'Algérie et la Mauritanie au terme de la visite de travail effectuée par le ministre du secteur Mohamed Arqab. La signature a eu lieu avec son homologue mauritanien Abdeslam Ould Mohamed Saleh. L'accord porte sur la coopération scientifique, technique, technologique, législative, administrative et commerciale ainsi que le renforcement des investissements dans les deux pays. Il prévoit également l'étude des possibilités de coopération dans le domaine de l'utilisation du gaz de pétrole liquéfié et du gaz naturel comprimé comme carburant pour les véhicules d'approvisionnement du marché mauritanien en hydrocarbures. Le mémorandum d'entente consolide la coopération dans le domaine des hydrocarbures, de l'exploration jusqu'à l'exploitation. Il porte également sur la distribution des différents produits pétroliers en Mauritanie par le biais de Naftal. Les accords ont porté aussi sur la coopération entre l'Office algérien des recherches géologiques et minières, ORGM, et l'Agence mauritanienne de recherche géologique et du patrimoine minier dans le domaine de l'exploration géologique et minière. Nous avons abordé également la possibilité de la présence des filiales de la Sonelgaz en Mauritanie.
Le ministre de l'Énergie et des Mines, Mohamed Arqab, a passé en revue aujourd'hui à Nouakchott avec le ministre de l'Agriculture mauritanien, Adama Boukar Soko, des projets de coopération bilatérale dans le domaine de l'agriculture, notamment des engrais agricoles. Dans une déclaration à l'issue de sa rencontre, Arqab a indiqué que les discussions ont porté essentiellement sur la coopération dans le domaine des engrais et de la commercialisation des produits du groupe public Asmidal en Mauritanie. Cette visite inopinée à présent du ministre de l'Habitat et de l'Urbanisme au chantier du stade de 50 000 places de Tizi Ouzou. Lors de cette visite, le ministre, qui était accompagné des autorités locales, a inspecté l'avancement des travaux de réalisation des voiries et réseaux divers et aménagement du stade qui n'ont atteint que 25%. Une situation jugée peu satisfaisante par le ministre alors que toutes les contraintes ont été levées et que l'État a dégagé d'importantes enveloppes financières, a-t-il déclaré. Une réunion regroupant l'ensemble des intervenants sur le chantier, entreprises, bureaux d'études et wilaya, a été ensuite tenue au siège de la wilaya où l'ensemble des contraintes techniques, notamment celles d'importation de matériaux de construction étrangers, ont été exposées. À ce sujet, le ministre a insisté sur l'utilisation en priorité des matériaux locaux ainsi que le renforcement du chantier en moyens humains et matériels et l'accélération de la cadence des travaux en instaurant un travail d'équipe en permanence en système 3x8. Investissement à cette usine de transformation du fer à Tougourt. Elle a pu se lancer grâce aux aides et facilitations de l'État. L'unité fait partie d'un tissu industriel local qui sera renforcé par plus de 200 projets avant la fin de l'année en cours, selon le ministre de l'Industrie, Malika Belel. L'unité de transformation de l'acier dans la commune de Tmessine, dans la wilaya de Tougourt, est parmi les projets d'investissement réussis ayant bénéficié des procédures concernant la levée des obstacles initiées par le gouvernement et qui a permis la création de 300 postes d'emploi directs. Avant, cette usine se trouvait dans une zone qui n'était pas adaptée à une activité industrielle. Maintenant, on est plus à l'aise et grâce aux instructions du président de la République, nous avons bénéficié de l'électricité et de toute l'aide nécessaire. L'ouverture d'agences bancaires à l'étranger nous aidera certainement dans les transactions et les échanges commerciaux avec nos clients à l'étranger. Les pouvoirs publics sont toujours présents et grâce aux instructions du président de la République et à la rigueur des Wali, plusieurs obstacles qui freinaient l'investissement ont été levés, comme le permis d'exploitation. Cependant, nous demandons des résultats concrets sur le terrain. Nous voulons de la production. La wilaya de Tougourt dispose d'un potentiel foncier qui a contribué à la diversification des projets d'investissement et cela dans plusieurs secteurs d'activité. Fabrication des matériaux de construction, l'industrie agroalimentaire et l'industrie de transformation. Le ministère de l'Industrie accompagnera tous les investisseurs actifs, bien sûr, en leur octroyant le foncier industriel. Aujourd'hui, avec la contribution du Wali et du directeur de l'industrie de la wilaya de Tougourt, dans un premier temps, nous avons récupéré plus de 42 hectares, en attendant de récupérer 32 autres. Ce foncier industriel récupéré sera distribué en prenant en considération le nouveau système mis en place et la création de nouvelles agences nationales. Et pour garantir la sécurité alimentaire dans la wilaya, les minoteries sont appelées à investir dans le domaine agricole. L'exploitation des vastes surfaces de la wilaya boostera également l'activité économique locale. Direction Tlemcen, où une usine de fabrication de produits en céramique s'illustre ces dernières années. L'entreprise met sur le marché plus d'un demi-million d'unités par an aux normes internationales, de Diamina Saïdji. Installée dans la ville de Rezewet à Tlemcen, cette usine de céramique produit un peu plus d'un demi-million d'unités par an. Un modèle économique qui reflète les compétences algériennes en matière de production au niveau industriel. Une production qui répond aux normes internationales. Tous nos produits répondent à la norme algérienne NA, qui est elle-même inspirée des normes européennes et internationales. La production de ces unités passe par plusieurs étapes pour obtenir un résultat sans faille. La première étape, c'est la préparation de la barboutine et émaux. Deuxième étape, c'est le façonnage. La troisième étape, c'est le séchage.
quatrième étape, c'est l'émaillage. La cinquième étape, c'est la cuisson. La matière première provient de la terre, constituée d'un mélange d'argile et de sable. Une fois la pâte façonnée, elle passe dans ce four d'une capacité de 1400 pièces pour une longue cuisson de 20 heures à plus de 1000 degrés. L'usine peut également compter sur son unité de développement pour contrôle de qualité. Dans cette zone, on met tout ce qui est nouveau, tout ce qui est développement. On met l'installation ici. Aujourd'hui, l'usine aspire à développer son activité. Le dernier projet qui est en cours de réalisation pour cette unité, il va doubler carrément les capacités de production de l'usine qui vont être portées de 400 000 à 800 000 pièces par année. Donc on a développé deux types d'engineering. Engineering pour produire plutôt, c'est-à-dire pour la production, et en parallèle, engineering pour installer nouveaux équipements. Le savoir-faire et le professionnalisme dans la fabrication des produits céramiques ont permis à l'unité de Rezawet d'occuper une place privilégiée sur le marché national et aspire à terme à s'imposer sur le marché international, notamment africain. Agriculture, coup d'envoi de la campagne moisson-battage à Bouira à partir de la ferme pilote Bouchraïn à Lasnam. Pour réussir cette campagne, plus de 300 moissonneuses-batteuses, dont 159 soutenues par l'État, sont mobilisées. Reportage de Naïm Alouali. Ayant débuté le mois dernier dans les villes du Sud, la campagne moisson-battage 2021-2022 se poursuit un peu partout dans le pays, comme ici à El Esnam dans la wilaya de Bouira. C'est-à-dire les estimations au début elles étaient très bonnes, mais les derniers temps on a reçu un coup d'échaudage qui a influé sur les rendements, c'est-à-dire au niveau de notre wilaya, l'échaudage qui a touché les blés tendres et les blés durs. Mais les orges, c'est-à-dire il y aura une très bonne production. En tout cas, autant la qualité que le rendement de cette année sont supérieurs à ceux de l'année dernière, tandis que l'opération de stockage est encadrée par l'OAIC à travers ses coopératives agréées au niveau national. Aliment vital par excellence, la production céréalière est par ailleurs étroitement surveillée par les services concernés afin d'aller vers une totale sécurité alimentaire. Vu les prévisions importantes qu'on a au niveau de la wilaya de Bouira, qui est connue par son potentiel céréalier, et surtout cette année où on prévoit récolter plus de 70 000 hectares. Donc pour une prévision de production plus importante que les années passées, vu les conditions climatiques qui ont ciblé la région pendant le mois de mars et avril, vu le prix proposé par le gouvernement, c'est à 6 000 dinars le quintal. Le blé tendre à 5 000 dinars, l'orge à 3 400 dinars. On s'attend à une récolte supérieure à celle de l'année passée, qui était, je le rappelle, de l'ordre de 894 000 quintaux. Cette année, nous prévoyons de dépasser le 1 million de quintaux. Maintenant, concernant le dispositif matériel pour accompagner la récolte. Donc, nous visons à stocker plutôt le maximum, le plus grand nombre, le plus grand tonnage possible plutôt de blé tendre et dur récolté au niveau des silos ou bien des aires de stockage réservées par la CCLS. Capacité de stockage actuelle, après les réquisitions que nous avons dû opérer, la capacité de stockage est portée à plus de 1 million de quintaux. Afin de prévenir les incendies céréaliers, la protection civile, de concert avec les services de sécurité, ont lancé à l'adresse des Fellahs une campagne de sensibilisation, leur apportant des outils nécessaires pour qu'ils puissent repousser eux-mêmes un début d'incendie. Où la protection civile a procédé d'abord à une action de sensibilisation au profit des agriculteurs, précédée par ce exercice où on a fait intervenir tous les partenaires tels que la conservation des forêts, les comités communaux d'intervention, afin de se préparer à travailler massivement et efficacement ensemble. La campagne moisson-battage se poursuivra tout l'été à travers le territoire national sous l'œil vigilant de la protection civile.
À l'étranger, le responsable des relations extérieures de l'Union de la jeunesse sahraoui, Hamdi Ammar At-Toubali, a souligné que l'occupant marocain était désormais isolé sur le plan international après l'échec de ses plans et tentatives visant à dénaturer la cause sahraoui. L'activiste sahraoui a déclaré que les représentants du Maroc ont essuyé un échec cuisant lors de la réunion tenue du 2 au 5 juin dans la capitale albanaise Tirana du Conseil international de l'Union internationale de la jeunesse socialiste. 150 organisations internationales avaient refusé d'inclure une recommandation de l'occupant marocain visant à dénaturer la lutte du peuple sahraoui et à faire la promotion de son pseudo-plan d'autonomie morné comme étant l'unique solution au conflit au Sahara occidental. Cette proposition a été dénoncée par les délégations mondiales de la jeunesse qui ont réaffirmé le droit du peuple sahraoui à l'autodétermination et renouvelé leur soutien conditionnel au Front Polisario comme étant le représentant légitime et unique du peuple sahraoui. Et selon un écrivain mauritanien, le Maroc constitue désormais la porte d'entrée utilisée par l'entité sioniste pour s'infiltrer en Afrique du Nord et de là en Afrique, ce qui représente une réelle menace pour la sécurité de la région. Dans une déclaration à la presse nationale, le journaliste Sid Ahmed Ould Tfeil explique que le Marzen acquiert en contrepartie de sa normalisation avec l'entité sioniste les armes militaires qu'il utilise pour menacer la sécurité de la stabilité et la stabilité du Maghreb. L'écrivain mauritanien fait référence à la deuxième visite annoncée du ministre de la Défense de l'entité sioniste au Maroc. La conclusion de nouveaux accords militaires et un renforcement de la coopération sécuritaire entre les deux parties est prévue. L'université marocaine rejoint la contestation populaire contre la misère et la normalisation. Étudiants et universitaires se démarquent de la politique de sionisation prônée et menée par le Marzen. Ils la dénoncent à l'occasion d'une nouvelle mobilisation. Mariam Damis. Ce sont des manifestations qui sont devenues au fil des jours un symbole de résistance aux pressions exercées par le Marzen sur le peuple marocain. Le Marzen, lui, maintient son oppression en imposant par tous les moyens la normalisation avec l'entité sioniste, ignorant ainsi la volonté de tout un peuple. Aujourd'hui, ce sont les étudiants de l'université marocaine et tout le corps de l'enseignement qui ont exprimé leur rejet et leur indignation devant le siège du ministère de tutelle. Et en particulier, ces récents accords de coopération et des partenariats académiques et scientifiques signés entre le Marzen et l'entité sioniste. Enseignants, chercheurs et étudiants ont envahi aujourd'hui les rues marocaines et prévoient des manifestations pour les 3 prochains jours afin d'exprimer leur ras-le-bol face à ce genre de manœuvre visant à accélérer le processus de normalisation et s'immiscer dans l'université marocaine, nuisant ainsi à sa réputation. Côte à côte, ils sont tous présents ici pour protester contre le régime marocain, partageant les mêmes revendications, redorer l'image et préserver la dignité du citoyen marocain, piétiné par le Marzen depuis trop longtemps. Un peuple qui peine à se nourrir, à avoir sa liberté et accéder au savoir. Les professeurs et les étudiants de tout âge ne veulent plus se taire face à un régime sourd et aveugle. Leur but a toujours été le même, avoir une meilleure qualité de vie, une vie digne et décente. La cause palestinienne a été et reste toujours au cœur des revendications du peuple marocain. Une cause juste et légitime, bravement soutenue par les manifestants venus des 4 coins du Maroc, en criant haut et fort le rejet catégorique de cette énième injustice. Les services de renseignement espagnols accusent directement le roi Mohamed VI dans la mise en œuvre d'une stratégie pour forcer l'Espagne à revoir sa position sur la question du Sahara occidental. Une stratégie construite autour de la menace migratoire, à l'exemple de la vague clandestine marocaine de mai 2021. Le rapport repris par le journal El País cite également des proches du roi occupant des postes clés au sein du régime marocain. Yamina Saïdji.
L'Espagne a changé de stratégie vis-à-vis du Maroc. Le gouvernement espagnol s'est officiellement rangé du côté de son voisin du Sud concernant la question du Sahara occidental. Un changement de position resté incompris par de nombreux observateurs qui estiment que l'Espagne s'est pliée au chantage marocain avec la question des migrants qui a fait polémique pendant de longues semaines, moins d'une année après la crise migratoire. La version du chantage et de la pression exercée par le Maroc a été validée par le Centre espagnol de renseignement. Selon le CNI, le roi Mohamed VI est directement impliqué dans cette stratégie visant à manipuler l'Espagne en se servant de milliers de migrants clandestins. Le 17 mai 2021, ils étaient près de 12 000 à avoir passé la frontière pour rentrer dans l'espace européen sans que les services de sécurité ne réagissent. La gendarmerie royale et les forces spéciales sont restés spectateurs de cette ruée. Le Maroc a utilisé cette immigration clandestine comme moyen de chantage, une thèse tangible qui explique ce changement de cap troublant de l'Espagne. Chose confirmée dans un rapport du Centre espagnol de renseignement cité par le journal espagnol El País, où il est dit que le CNI a informé le gouvernement que l'entrée irrégulière de milliers de migrants à Ceuta en mai 2021 faisait partie d'une stratégie bien ficelée par le Maroc pour forcer l'Espagne à revoir sa position sur la question du Sahara occidental. El País ajoute que les services de renseignement espagnols ont souligné l'implication directe du roi Mohamed VI dans la mise en œuvre de cette stratégie, parfaitement planifiée et dirigée au plus haut niveau du pouvoir. Le rapport cite également le conseiller du roi Fouad Ali, le ministre des Affaires étrangères Nasser Bourita et Abdellatif Hammouchi, directeur général de la surveillance du territoire. Un plan qui s'est avéré payant puisque le 14 mai dernier, soit 6 mois après la crise migratoire, le gouvernement espagnol a cédé et a annoncé son soutien au plan marocain d'autonomie du Sahara, plan largement décrié par le gouvernement espagnol. Retour dans le pays. Pour se rafraîchir, on vous emmène ce soir à la découverte d'un aquapark ouvert récemment à Tizi Ouzou. L'établissement accueille déjà beaucoup de monde, des habitants de la région, mais pas que. Ils viennent pour profiter des attractions qu'il propose. Walid Yousfi a fait un tour, reportage. Perché sur les hauteurs de Temda, ce parc aquatique est le premier investissement du genre dans la région de Tizi Ouzou. Depuis son ouverture le 1er juin dernier, l'Octopus accueille de plus en plus de visiteurs. Il s'agit d'un investissement qui s'étend sur une surface de 2,5 hectares. Coût total du projet, 500 millions de dinars. Moi aujourd'hui, le constat que je fais, c'est qu'alhamdoulilah, les gens de cette wilaya restent dans cette wilaya. On leur évite le trajet, l'encombrement, les chaleurs, parce que les enfants qui souffrent durant le transport. Aujourd'hui, le constat que je fais, c'est que d'autres wilayas viennent à nous. Une bouffée d'oxygène pour les habitants de la région, mais pas que. Certains ont même parcouru plusieurs centaines de kilomètres pour venir se baigner ici. Nous sommes venus découvrir cet aquapark. On s'y plaît beaucoup. C'est un très bel endroit, c'est propre et sécurisé. Avant, nous étions obligés de nous déplacer dans d'autres wilayas pour profiter d'endroits comme celui-ci. Nous avons un très beau pays et ce genre d'initiative permettra à nos enfants de passer de beaux moments dans un environnement agréable. Je trouve que c'est une très bonne idée. Ça permet aussi peut-être d'ouvrir une certaine porte à de nombreux touristes de venir visiter la Kabylie, pourquoi pas. C'est donc un atout qui a permis de créer de l'emploi et de contribuer à la promotion du tourisme dans la wilaya de Tizi Ouzou. On arrive au sport et votre rendez-vous méditerranéen par Saïd Felak. Bonsoir Saïd. Bonsoir Sabrina, madame, monsieur, bonsoir. Ravi de vous retrouver pour ce rendez-vous méditerranéen. Jingle.
Salutations sportives, bienvenue dans votre rendez-vous méditerranéen. Les athlètes algériens engagés pour les Jeux d'Oran peaufinent leur préparation pour ce rendez-vous important avec pour objectif faire oublier la désillusion de la précédente édition qui s'était déroulée à Tarragone en Espagne où les Algériens n'avaient récolté que 13 médailles dont 2 en or seulement. Sid Ahmed Bouraïb. Après une belle moisson à Messrine pour le compte de la 17e édition des Jeux méditerranéens, où les sportifs de notre pays ont réussi une moisson de 26 médailles, dont 9 en or, l'Algérie se présente à Tarragone pour l'édition suivante avec 233 athlètes retenus dans 24 disciplines, avec l'objectif de faire aussi bien. Et il n'en sera rien puisque la récolte est faible, l'une des plus faibles de l'histoire du sport algérien lors des Jeux méditerranéens. 13 médailles dont 2 seulement en or. L'œuvre du karatéka Hossein Daïchi dans la catégorie des plus de 84 kg et du nageur Oussama Sehnoun au 100 mètres nage libre. L'Algérie termine 15e sur 25 pays participants. Une des illusions qu'on cherche à oublier est quel meilleur endroit que l'édition d'Oran pour le faire. Évoluer à domicile dans des infrastructures flambant neuves devant un public qui vous porte. Un rêve pour tout sportif. Avec plus de 500 participants, la délégation algérienne est la deuxième plus importante de ces Jeux et qui aura à cœur de briller et d'ajouter de nouvelles médailles en vermeil. L'Algérie en compte historiquement 66 lors de toutes ses participations aux JM cumulées. Les derniers résultats enregistrés, notamment en lutte associée, boxe, athlétisme, judo et natation, nous laissent optimistes et nos représentants possèdent de grandes chances pour obtenir les principales places d'honneur de ces JM. Rendez-vous pris pour le 25 juin. Il est à rappeler que cette précédente édition de Tarragone, prévue initialement durant l'été 2017, avait été décalée d'1 an à cause de difficultés de financement, une première historique dans ces Jeux méditerranéens. On revient. Comme à l'accoutumée, l'Italie prendra part aux Jeux d'Oran avec la plus grande délégation, soit avec plus de 300 sportifs, sur un total de près de 3500 athlètes issus de 26 pays. Depuis la création de cette compétition en 1951, l'Italie a toujours dominé et a su se positionner au sommet de chaque édition. En 1975, en Algérie, l'Italie s'est distinguée encore une fois en remportant la première place au tableau des médailles. Un record de participation et un record de médailles de la part des Italiens qui ont décroché plus de 2000 médailles en 18 éditions. La composante de la délégation italienne, à cette époque, elle était suffisamment importante vu la qualité également de leurs athlètes dans toutes les disciplines pratiquement. Moi je sais qu'en 1975, sur ma discipline qui était de 3000 mètres steeple, l'Italien Fava avait participé à mes côtés ce jour-là. Il a eu la médaille de bronze et il était auparavant double champion d'Europe, recordman du monde sur la spécialité. Vu cette importance de cette délégation, je dis que l'Italie a toujours été un partenaire privilégié justement pour ces Jeux méditerranéens. Maintenant, je pourrais dire que l'Italie, dans ce cadre privilégié avec l'Algérie et dans d'autres facteurs justement, elle a toujours tenu à ce que ces Jeux méditerranéens continueront dans l'avenir. D'autres nations participeront avec un grand nombre d'athlètes, à l'instar de l'Algérie, la Turquie, l'Espagne et la France. Ces Jeux méditerranéens verront une rude concurrence, surtout dans des disciplines qui y feront une grande attraction, comme l'athlétisme qui s'est toujours illustré lors des compétitions internationales, la natation avec des nageurs de très haut niveau, la boxe qui offrira aux spectateurs des combats de qualité et 21 autres disciplines qui auront lieu lors de la plus grande compétition du bassin méditerranéen. Et c'était le sujet de Sarah Derbel qui nous parlait de l'Italie qui viendra à Oran avec la plus grande délégation d'athlètes avec plus de 371 athlètes pour ces JM. Dans notre série rétrospective, on vous propose à présent de revenir en arrière et de découvrir cette fois-ci la 3e édition des Jeux méditerranéens qui a eu lieu à Beyrouth en 1959.
La troisième édition des Jeux méditerranéens s'est déroulée à Beyrouth en 1959 du 11 au 23 octobre. Le Liban est alors le deuxième pays arabe à organiser ces Jeux après l'Égypte. 792 athlètes ont pris part à cet événement, tous de sexe masculin, représentant 11 pays dans 17 disciplines. Et pour la troisième fois de suite, la France a dominé le tableau des médailles avec un total de 67 médailles remportées, dont 26 en or, suivi par la République arabe unie, représentée par deux pays, l'Égypte et la Syrie, qui a raflé 23 médailles d'or. Et pour clôturer le podium, on retrouve la Turquie qui a raflé 22 médailles, dont 13 en or. Cette troisième édition a vu un engouement très particulier des Libanais qui ont vibré aux victoires de leurs athlètes avec 30 médailles récoltées, mais seulement 3 en or. Et avant de vous quitter, on vous invite à écouter les impressions de certains joueurs de l'équipe nationale des locaux qui nous parlent de ces Jeux méditerranéens et de leur impact sur le sport algérien au micro de Sifeddine Benzerda. C'est une bonne chose pour la ville d'Oran d'organiser ces Jeux méditerranéens. On espère être à la hauteur et représenter dignement les couleurs nationales. Je souhaite bonne chance à nos athlètes. ونتمنى التوفيق ان شاء الله للرياضيين تاعنا ان شاء الله في كل مجالات ان شاء الله يا ربي صافي بليزير كما نقولوا سيرتو مدينه وراء. C'est un réel plaisir pour une ville comme Oran d'organiser ces Jeux. La population est très enthousiaste à l'idée d'accueillir cet événement. انا قاعدين نشوفوا باللي ان شاء الله تنجح. نتمنى هذا الحدث Nous espérons que ces Jeux apportent beaucoup de choses bénéfiques au sport algérien. Bon courage à nos représentants. العاب اولمبيه concernant les Algériens ربي يوفقهم. الحدث هذا ديجا شرف الجزائر اللي حتنضم. C'est un honneur pour l'Algérie d'organiser un événement de cette envergure. Bon courage à tous ceux qui vont œuvrer à sa réussite. يساهم في انجاح هذه المنافسه. C'est ainsi que prend fin ce rendez-vous méditerranéen. Merci pour votre attention et à demain pour un nouveau numéro. Merci Saïd Foulak pour toutes ces précisions. Demain, on retrouvera Sarah Delbal pour un nouveau rendez-vous méditerranéen. Quant à moi, je vous souhaite une excellente soirée sur Canal Algérie.